Limoun, ça va ma copine? Ouais, ça va ma copine. Comment vas-tu? Hein? Bonjour les amis. Et ben voilà, je m'appelle Lola, vous me connaissez comme Lola sur les réseaux sociaux. Donc je vais vous raconter mon histoire parce qu'il y a beaucoup de personnes quand ils ont écouté mon histoire, c'était une vidéo test pour rigoler et tout parce que bon franchement il s'est passé des choses The Wise. Donc aujourd'hui je m'adresse à vous pour pas pour dénoncer comme une personne m'a dit sur le net en me disant ouais Lola t'en as pas marre de dénoncer, non non non, c'est pas dénoncer, c'est vous relater des faits et vous dire la vérité sur une chose que moi à 49 ans, je suis née le 14-11-66, que je comprends pas. Il y a une chanson que j'aime beaucoup de Joe Dassin qui dit si je n'existais pas, on se pose la question des pourquoi, du comment, de beaucoup de choses, jusqu'au jour que ça vous arrive à vous, l'inconcevable vous arrive. Donc vous vous posez des questions et avec des réponses on peut vivre, hein, mais sans réponse on se pose toujours des questions. Donc aujourd'hui voilà, je vais vous raconter mon histoire. Je m'appelle Dalila, j'habite à Paris, à Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. Je suis née le 14 novembre 1966 à Paris 4e. Et donc j'ai vécu mon enfance en Normandie, à côté de Moulins-la-Marche, dans l'Orne, le 61. Donc mes parents c'est des agriculteurs, des éleveurs de percherons, avec une grande exploitation, une ferme. Et voilà, c'est mes parents. Et donc ils sont partis un matin donner un coup de main à des voisins pour faire la paille, le foin, enfin bref, donner un coup de main. Et ils m'ont proposé de venir avec eux et moi j'ai pas voulu parce que j'adore me promener dans la forêt, j'adore me promener dans la campagne et tout. Donc j'avais 10 ans et demi. Et mes parents m'ont dit tu veux venir avec nous? J'ai dit non. Ils m'ont dit tu fais pas de bêtises, tu restes tranquille et tout. J'ai dit non, non, il n'y a pas de souci. Donc nous, les enfants, à 10 ans et demi, quand les chats sont partis, les souris dansent. Moi j'ai dansé, mais j'ai plus que dansé que pire que pire. Enfin bref, moi j'adorais la campagne, monter dans les arbres. Et je suis montée dans un grand arbre qui fabrique les grosses noix. Et je suis montée dans l'arbre de plus en plus haut, ce que mes parents m'avaient interdit de faire parce qu'ils savaient que j'aimais bien monter dans les arbres. Donc ce jour-là, comme ils n'étaient pas là, j'ai dit 9h30 du matin, c'est la fête. Donc je suis montée dans l'arbre, la branche la plus haute. Et il faisait chaud, très chaud, et le soleil m'a envahi, donc je me suis assoupie sur la branche, et je suis tombée pratiquement de 3,5 m, 4 mètres de haut, sur la tête, par terre, sous l'arbre. Donc je suis restée sans secours, de 9h30 du matin jusqu'à 17h sous l'arbre. Il m'est arrivé un phénomène très bizarre. Quand je suis tombée sur la tête, je me suis vue allongée par terre, je me suis vue sortie de mon corps, allongée par terre, ne pouvant pas bouger, et en train de voler au-dessus de mon corps. Et ça a duré toute la journée, et un phénomène curieux qui m'est arrivé, j'ai jamais été au Tibet de ma vie. Ce jour-là, j'ai visité le Tibet, je connais le Tibet, vraiment incroyable, alors que j'ai jamais mis les pieds. Beaucoup d'événements ce jour-là que j'ai vus, que je n'ai pas pu dire parce que il y a des choses, même quand on est enfant, quand on a 10 ans et demi, on ne comprend pas parce que voilà, on est enfant. Et j'ai vu des choses incroyables ce jour-là. Et quand mes parents sont rentrés, c'était la campagne, il y avait toujours un écho dans la campagne, j'entends la voiture rentrer, le chien aboie, donc je sais que je vais me faire tuer, gronder, parce que mes parents,
ils étaient quand même assez sévères. Et donc, curieusement, quand ils sont arrivés à la maison, ils m'ont appelé par mon prénom. Et curieusement, je suis re-rentrée dans mon corps par la tête. Et quand je suis re-rentrée dans mon corps par la tête, par le haut de la tête, j'ai ressenti que je ne suis pas rentrée toute seule dans mon corps. Et mon corps d'un seul coup, il se déparalyse. Je peux me mettre debout, courir jusqu'à la maison. Je suis paralysée de la voix, j'ai des gestes comme un robot, je marche bizarrement. Donc ils ont compris que j'avais fait une grosse bêtise, ils appellent les secours, on m'emmène à l'hôpital, on me fait des examens, on me dit que j'ai eu un traumatisme crânien, je reste à l'hôpital, on me met des bigoudis sur la tête, la nuit, la journée et tout. Et à l'hôpital, je suis vue pour un médecin, j'ai 10 ans et demi, j'ai dit voilà, il m'arrive ça, exemple, je suis deux dans mon corps. Et donc direct, je suis un cas psy, pratiquement une partie de ma vie au collège, dans les écoles, j'avais le droit au cas psy, même on venait me chercher et tout, me ramener chez le psy, enfin voilà, j'avais le droit. Et donc, à force, on m'a dit d'arrêter de raconter mes conneries. Hein. Jusqu'au jour, je suis sortie de l'hôpital, j'étais en maison de repos à Orthez. Tout se passe bien et tout, je rentre chez mes parents. Et donc, je me couche, je reprends une vie normale. J'ai presque 11 ans. Et vers 1h30 du matin, je sens mon lit bouger. Mais bouger, vraiment ce jour-là, j'ai flippé, j'ai vraiment cru que c'était un tremblement de terre. Et donc je me suis vue dans une autre pièce, et dans l'autre pièce, je trouve mon père avec la sœur de ma mère en train de faire The Wise, en train de faire l'amour et tout. Et vraiment un visuel de chez visuel, comme si j'étais assis, je regarde, c'est vraiment bizarre. Je me dis mais c'est pas possible, j'ai 11 ans, je suis née en 66, et en 66, on ne sait pas ce que c'est, et puis bon, on ne sait pas ce que c'est quelqu'un maillot de bain, en plus en Normandie, dans un village très conservateur. On ne voit pas un bout de fesses, on ne voit pas un mini-jupe, on ne sait pas ce que c'est le sexe. Il faut venir à Paris pour voir The Wise. Enfin bref. Donc, quand j'ai eu cette vision, je l'avais la nuit à 1h30 du matin, et je ne peux pas dire à mes parents, voilà, sinon dans tous les côtés, je suis morte. Donc, je dis rien. Et presque 3-4 mois après, je fais des malaises. Je m'évanouis, je fais des crises d'épilepsie, je suis re-hospitalisée, on me dit que je fais des crises d'épilepsie, je vois un psy, j'ai dit voilà, je vois au psy, je me confie, j'ai dit voilà, je vois des choses The Wise, j'ai dit en direct et tout, et puis bon, ce que je lui dis aussi, c'est ce que j'ai vu, je les ai cramés, et voilà, ils m'ont pas vu, mais moi je les ai vus, et puis voilà, c'était vraiment vrai, ma vision c'était vraiment vrai. Donc voilà, bon, je dis peut-être c'est un coup de chance et tout. Et une nuit à 1h30 du matin, il y a quelque chose qui me réveille. J'entends une voix qui me parle à l'oreille. Mais là, j'étais obligée de le dire, hein, parce que là, c'était vraiment un truc de ouf. Donc, il y a une voix qui me parle à l'oreille. Elle me dit, tes parents, c'est pas tes parents, tu as été adopté. Donc voilà, là j'étais obligée de le dire parce que bon, à force, tous les jours quand j'entendais la même disquette, c'est pas tes parents, on va les voir, on va le dire, voilà, j'ai pas le choix à un moment. Donc j'ai été voir mes parents et puis j'ai commencé à leur dire, voilà, est-ce que j'ai été adoptée? Est-ce que vous êtes mes parents? Dites-moi la vérité, je vous en veux pas, je vous aimerai toujours, mais dites-moi, parce qu'il y a quelque chose qui me dit que vous n'êtes pas mes parents.
Donc j'ai été punie, j'ai pris des coups. Donc après, à l'école, j'avais le droit au psy. Ouais, le psy. Enfin bref, donc le psy, je lui dis voilà, The Wise, on me dit que j'ai été adoptée, donc je veux savoir la vérité. Alors, bon, bah à force, on va être obligé de me dire et tout, que vraiment j'ai été adoptée. J'ai été adoptée et voilà, je suis algérienne. Je suis algérienne et tout, et mes vrais parents, c'est des Algériens. Mes vrais parents, c'est des Algériens. Mon père, c'est un Kabyle de Tizouzou. Ma mère, elle est de pas loin d'Alger, en Algérie. Donc, ils sont venus en France. C'était à l'époque 66. Ils n'avaient pas les moyens. J'étais adoptée. J'étais abandonnée. J'étais pupille de la nation. J'ai un procès verbal d'abandon de la préfecture de Paris sous direction de l'aide sociale à l'enfance. Je suis une catégorie, j'ai un numéro de PE 769-502, je suis immatriculée et tout. Mon propre frère, voilà, qui est comme moi, qui a été adopté. J'ai été adoptée par voilà, des gens en Normandie qui ne pouvaient pas avoir d'enfants et qui m'ont pris comme leur enfant et voilà, que j'ai appelé papa-maman en Normandie. Et voilà, ben, je vais vous lire une lettre. Je vais vous lire une lettre que j'ai envoyée à un docteur en Belgique, c'est le professeur Steven Loret, à l'hôpital de Liège en Belgique. Parce que voilà, je vais rentrer en détail dans ma pathologie et je vais rentrer en détail dans le problème du pourquoi. Pourquoi que je fais cette vidéo, pourquoi je suis en colère, pourquoi je me pose des questions, pourquoi je vous dis sur une vidéo vous êtes des charlots, et je le pense et je le signe et je l'affirme, parce que quand je vais vous raconter mon histoire, j'aimerais bien savoir quelle aurait été votre réaction si ça vous arrive un cas comme moi, et comment auriez-vous pensé la réaction de la France, la réaction des religions par rapport à ma pathologie, de tout le monde, des amis, des... Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots. Donc voilà, je vais vous lire une lettre que j'ai envoyée à ce docteur, parce qu'en France, chaque neurologue que j'ai été voir et que j'ai dit voilà, il m'arrive ça, chaque neurologue, pour eux, je suis un cas de psychologique et il ne faut pas que j'insiste. Et quand j'ai demandé un IRM pour me faire un IRM, parce que je voulais savoir si c'était, il y avait quelque chose qui était déplacé dans ma tête, parce que c'est mon problème que j'ai à l'heure actuelle que je vais vous raconter, ça s'est déclenché le 24 décembre 2014. Donc, comme je vous ai dit, l'accident et tout s'est passé à cet âge-là. Et voilà, je vous lis cette lettre. Alors, à l'attention du professeur Steven Loren, hôpital de Liège, le 18 décembre 2015. Monsieur, je vous contacte à ce jour car j'ai besoin de vous poser certaines questions. Je suis tombée d'un arbre de 3 mètres de haut en Normandie à l'âge de 10 ans et demi. J'ai fait une mort imminente de 9 h du matin jusqu'à 17 h. Je flottais au-dessus de mon corps. J'ai été secourue vers 17 h et je suis restée pas mal de temps à l'hôpital. On m'a dit que j'avais rien. Quelques mois après, j'ai eu des crises d'épilepsie et je suis retournée à l'hôpital. On m'a fait des tests cérébrales, on m'a dit que j'avais rien, mais moi je me sentais différente. Quelque chose avait changé. J'ai eu l'impression que je n'étais pas toute seule dans ma tête. Un exemple, je suis une voiture et il y a 2 conducteurs. Et dans mon corps, c'est le ressenti que j'ai depuis mon enfance. Donc, j'ai essayé d'expliquer mon cas en vain, mais les gens ne m'ont malheureusement pas cru. Cette chose est encore présente aujourd'hui. J'ai essayé de dénoncer ce problème, on ne m'a pas prise au sérieux. Depuis
cet accident, je vois des choses qui ne sont pas encore arrivées, mais qui finissent par arriver dans un délai de 92 heures. Mes premières visions ont commencé à l'âge de mes 11 ans. J'ai eu la sensation que mon lit bougeait. J'étais sur mon lit et j'étais dans une autre maison, mon esprit. J'ai vu mon père tromper ma mère avec sa sœur. Quelques mois après, une voix m'a parlé et m'a dit que mes parents n'étaient pas les miens. Je suis allée voir mes parents pour avoir la vérité et ils m'ont avoué que j'avais été adoptée. Quand la vérité a enfin éclaté, j'ai commencé à subir des maltraitances par mes parents adoptifs. J'ai vécu un enfer. Vous pouvez regarder un exemple sur YouTube, la vidéo de Kerry James, Pleure en silence, version longue. Cette vidéo, les paroles de cette chanson parlent de ma vie. Un village complet était contre moi. Mon seul salut a été de faire une fugue et de monter à Paris. Je suis rentrée dans une église catholique. Quand je me suis sentie en sécurité, j'ai allumé une bougie. Et j'avais tellement prié Dieu pour qu'on vienne à mon secours, et je me suis dit que tout ce qui m'est arrivé n'était pas possible, et que ce n'était pas moi, et que ça ne m'était pas arrivé. J'ai fait un buzz, et je me suis tellement répété que j'ai fini par y croire. Toute ma vie, j'ai eu des petites visions gentilles, qui me servaient beaucoup au PMU, enfin bref, des petits délires. Enfin, pour vous dire, j'ai un enfant de 12 ans, que son père est décédé dans un accident, et que j'ai beaucoup gâté. Et voilà, il a pris l'emprise sur moi, la maison, il cassait tout, il a pris une addiction aux jeux de Xbox. Par exemple, les parents, je vous mets aussi en garde contre les jeux de Xbox, parce que mon fils a pris une addiction très très vite, et je peux vous dire que voilà, ça a été chaud. Enfin bref, pour vous dire, j'ai un enfant âgé de 12 ans qui a tout cassé dans la maison. Il en est venu aux mains avec moi pendant 1 an et demi, qui m'a déclenché un stress de terreur et de peur, et qui a déclenché une pathologie le 24 décembre 2014, que j'ai honte de vous dire, mais qui est pourtant vraie. Dans la nuit du 24 décembre au 25 décembre 2014, je me suis réveillée à 1h30 du matin et j'ai entendu de la musique qui bourdonnait dans mon oreille, une chanson de Charlie Bell et Maître Gims, Le Baron. J'entends la chanson en boucle, ainsi que la voix d'un homme qui me dit « Tu n'es pas à 30% mais à 100%. Et il m'a ajouté qu'un attentat était imminent dans un bâtiment dans Paris et que 18 personnes étaient présentes dans cet immeuble et je devais demander un numéro vert, alerte attentat, présent dans cet immeuble, que je devais demander un numéro vert, alerte attentat, pour faire un signalement. Et toutes les nuits, après, j'entendais le même discours jusqu'au point d'en finir d'être persuadée. J'ai vu le film de l'attentat comme si j'y étais, je me suis déplacée au commissariat pour le dire et on m'a pris pour une folle à interner. Jusqu'au jour de l'attentat, j'ai vu cette scène en boucle dans ma tête. J'avais vu ce qui allait arriver à Charlie Hebdo, mais pas la boucherie caissière. Comme j'ai vu ce qui est arrivé, j'ai mis dans mon quartier en alerte attentat. Il m'est arrivé une autre histoire, le 7 septembre 2015. J'ai eu une vision d'un monsieur qui s'appelle Monsieur Fabrice, qui habite à Ivry-sur-Seine, qui allait mourir. Je suis partie le dénoncer au commissariat d'Ivry-sur-Seine, j'ai foutu un bordel pas possible, au point que j'ai été vue par le médecin de la police. Je leur ai demandé d'avertir le procureur car j'étais sûre de moi. J'ai vu la scène comme j'y étais, je leur ai raconté mon histoire. 42 heures après, mon ami est décédé. Bon, voilà le hic du problème. Monsieur Fabrice, je l'ai connu par hasard et j'ai croisé son chemin. Le monsieur a fait un malaise, monsieur Fabrice, une personne âgée qui a fait un malaise dans la rue, et j'ai voulu appeler les pompiers. Le monsieur, excusez-moi, n'a pas voulu que j'appelle les pompiers. Il me dit, voilà, j'habite un pavillon devant le commissariat d'Ivry-sur-Seine. Il m'a dit, si vous voulez, raccompagnez-moi. Et bon, il était sympa, il plaisantait et tout ça. Donc, je l'ai raccompagné jusqu'à chez lui. Après, voilà, il était sympa, il me dit, rentre, bon, on va boire un café et tout. Et puis bon, comme la personne âgée était sympa, elle était cool, donc je lui ai fait plaisir, je suis rentrée chez elle.
chez lui, j'ai bu un café, et puis il avait un beau pavillon juste devant le commissariat avec jardin et tout ça. Et donc je le salue, on s'échange le numéro, il m'appelle, une personne âgée qui s'ennuyait beaucoup, enfin bref. Et je rentre chez moi, et dans la nuit, j'ai la vision que, comment vous dire, je suis réveillée à 1h30 du matin, je vois monsieur Fabrice, le monsieur dans le pavillon, il va être tué dans son pavillon, mais dans les 92 heures. Et, et depuis le 24 décembre 2014, le stress que mon fils m'a occasionné de claquer les portes, j'habite une tour où il y a beaucoup de bruit et tout, enfin bref, un stress pas possible m'a déclenché que je vois les choses, un truc de ouf. Et comme par rapport à Charlie, ce que j'avais vu, Charlie Hebdo, je l'ai même dessiné, je ne sais pas dessiner, je l'ai dessiné, j'ai même demandé un numéro vert, j'ai demandé des trucs de ouf, et après, 8 mois après, quand je vois la télé, ce que j'ai marqué sur un tableau, euh, il le demande, il a fallu 8 mois pour l'avoir. Enfin bref, pour vous dire, monsieur Fabrice, bah, j'ai été le voir, j'ai dit voilà, monsieur Fabrice, il y a un problème dans la plantation, hein. Il me dit ouais, c'est quoi le problème? Je lui raconte, j'ai dit j'ai eu un accident et tout, et depuis le 24 décembre, j'ai une ouverture, je sais pas où, mais quand je vois quelque chose, c'est chaud. Donc j'ai dit, tu as un problème dans la plantation, tu vas mourir dans 92 heures, qu'est-ce qui se passe chez vous? Est-ce qu'on vous fait du mal? Est-ce qu'on vous violente? Dites-moi. Je dis, moi, peut-être je peux vous aider. Alors, il héberge une jeune fille. Il m'a dit, ouais, c'est vrai elle boit de l'alcool, elle bouge un peu trop, des fois elle ramène des gens, elle fait des petites dingueries et tout. Et moi, je vois la personne âgée, elle a des bleus sur elle. Elle a des bleus, elle a des marques sur le corps, sur le visage, elle a des bleus que même si vous tombez, vous ne pouvez pas vous faire des bleus comme ça. Donc, moi j'ai dit, écoutez, monsieur Fabrice, voilà, j'ai un don bizarre et tout, j'ai vu, vous allez mourir dans les 92 heures. Et lui, qu'est-ce qu'il me dit en plaisantant? Il me dit, ouais, t'as vu la Vierge Marie et tout. J'ai dit, non, j'ai pas vu la Vierge Marie, mais je sais pas c'est qui me parle, mais la personne, si elle m'a dit, tu vas mourir, tu vas mourir. Et la nuit d'après, je revois la même disquette, monsieur Fabrice qui va mourir. Et je suis sûre. Et moi, bah voilà, comme je suis une félaga, j'ai pris ma pièce d'identité, je retourne le voir et je lui dis, voilà, tu viens avec moi au commissariat et tout, tu demandes de l'aide, même à la police, c'est pas grave, il n'y a pas de honte et tout, t'as un problème, t'as un problème. Je lui dis, je t'accompagne. Elle me dit, ouais, je suis violentée par la demoiselle que j'héberge chez moi et tout, nanana, je suis tapée et tout, nanana. Elle me dit, ça va pas. Elle me dit, moi je vais aller au commissariat. Elle m'a dit, ça va pas. Je veux dire que je suis tapée par quelqu'un que j'héberge, mais en plus une femme qui me tape. Elle me dit, mais ça va pas. Elle me dit, démerde-toi. Elle me dit, sauve-moi la vie, fais ce que tu veux. Mais elle me dit, démerde-toi. Elle m'a dit, moi, il n'y a pas moyen. Je ne vais pas à la police déclarer que, voilà, je suis un homme battu. Mais en plus par quelqu'un que j'héberge. Et tellement la personne âgée, je la kiffe, il est super cool, il est super gentil, toujours un mot pour rire et tout. Bah moi je prends ma pièce d'identité, à 12h30, je suis sûre il va y avoir du monde dans le commissariat. Donc je sonne à la porte, je rentre dans le commissariat, je dis voilà, je sors ma pièce d'identité, je dis voilà, je vais faire une déclaration et tout, je suis rentrée chez quelqu'un. Devant chez vous, là il y a un pavillon, il y a un monsieur, il s'appelle comme ça et tout, je suis rentrée chez lui, j'ai un problème de santé, je vois des choses avant que ça arrive, j'ai vu le monsieur, il va mourir dans 92 heures, donc il faut aller chez lui, il faut faire quelque chose, il faut prévenir le procureur, j'ai fait un bazar monstre, et j'ai dit il faut faire quelque chose pour ce monsieur.
Donc voilà, ils ont rigolé sur moi, ils ont fait des trucs de... Ils ont vraiment rigolé. Comment vous savez et tout, je commence à raconter ma petite histoire, ma disquette. Ouais, j'ai fait de la MDE et tout, il y a quelque chose qui me parle la nuit et tout. Il y a un poteau, il me dit, va à la police, va le dire. Et donc ils ont rigolé sur moi, mais je dis ouais, mais Zara, il y a mes empreintes et tout. Je suis rentrée chez le monsieur, je dis moi je vous préviens parce que je sais que le monsieur il va mourir dans 92 heures. Donc s'il y a du move ou quoi que ce soit, c'est voilà. Donc je rentre chez moi et bah, chaque nuit la même disquette. Jusqu'à la veille, le monsieur meurt. J'étais sûre à 1000%, très très sûre. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé de commissariat. Excusez-moi, j'ai un petit peu soif. Ouais, il faut que je bois parce qu'il faut que j'ai du courage pour aller jusqu'au bout, pour vous raconter qu'est-ce qui m'est arrivé. Donc, j'ai changé de commissariat. J'ai dit, je vais aller au commissariat de Choisy-le-Roi. J'ai dit, peut-être eux, ils sont différents, ils vont croire à mon histoire. Donc, je suis au commissariat de Choisy-le-Roi à 11 h du soir, parce que j'étais sûre, la date butoir à l'arrivée, la vision, elle était The Ways, donc je savais que c'était imminent. Donc, à 23 h du soir, je vais au commissariat de Choisy-le-Roi, dans le Val-de-Marne, et tout. Et je rentre dans le commissariat avec mon ordinateur et tout. Et je viens voir je tombe sur un policier antillais, martiniquais et tout. Et je me rappellerai toujours. Je dis voilà monsieur, j'ai un problème et tout, j'ai ça, 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 il m'arrive ça, ça, la disquette et tout. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit vous sortez du commissariat et tout, parce que si vous partez pas du commissariat, vous allez partir The Wise en ambulance. Vous allez partir où? À Villejuif. Donc je suis partie. Je rentre chez moi et tout, tout ça. Et j'appelle chez le monsieur. Parce que je sais pas, il y a quelque chose qui me disait. Voilà, il y a quelque chose qui m'a dit. C'était tout de suite maintenant que ça allait arriver. C'était imminent. J'étais sûre. Donc j'insiste, j'insiste, j'insiste. Et ça répond pas. Et le monsieur, d'habitude, monsieur Fabrice, quand le téléphone sonne, il est tellement content que quelqu'un l'appelle. Même à 2 h du matin, il va vous répondre, ou il va vous appeler, toujours très marrant, très dynamique, personne âgée et tout, mais très cool. Et donc le lendemain matin, j'appelle une dame qui le connaît et tout, je lui dis s'il te plaît, je suis comme pétrifiée, il y a quelque chose qui me dit que monsieur Fabrice il est mort. Est-ce que tu peux aller jusqu'à chez lui et voir voilà, s'il va bien ou pas? Parce qu'il ne répond pas au téléphone. Donc la dame, elle va au pavillon, elle sonne, elle fait le tour, elle voit par le jardin, il n'y a pas de mouvement, il n'y a personne. Elle me dit non, je crois qu'il est parti en vacances et tout. Je dis non, je suis sûre il est mort et tout. Là. Et toute la journée, je n'arrive pas à bouger. Et vers 3 h 30 de l'après-midi, je reçois un coup de téléphone de la dame que j'ai envoyée. Elle me dit, tu vas pas croire, Fabrice, il était assassiné. Fabrice, il a été assassiné et tout. Il est mort. Et devant le commissariat, il habitait dans un pavillon. Monsieur Fabrice, devant le commissariat, il habitait dans le pavillon. Moi, j'ai dit 92 heures, 42 heures après, il est décédé, monsieur Fabrice, la personne que je vous ai parlé. Donc, quand c'est arrivé, la brigade criminelle m'a convoqué et je suis venue, normale et tout. Bon, je ne vais pas dire qu'ils ont été méchants avec moi. Ils m'ont pas pris mes empreintes, ils m'ont pas embêté. L'inspecteur de la criminelle m'a dit le monsieur, l'autopsie, il est mort de quoi? Je lui ai dit, il m'a dit exact. Après, moi je lui ai dit, il est mort sous les coups, perforation, enfin bref.